je n'arrive pas à m'exprimer. Salut! Il y a 2 ans, j'ai reçu comme cadeau d'anniversaire le roman La Passe Miroir, écrit par Christelle Dabo, dont le premier tome est sorti en 2013. C'est un roman qui a assez vite été populaire, puisqu'il a gagné plusieurs prix. Il me semble que c'est Gallimard Jeunesse et le prix des collégiens ou des lycéens, je ne sais plus trop. On va voir ensemble pourquoi, pour moi, c'est une des meilleures sagas qui soit jamais sortie. C'est l'histoire d'Ophélie, une jeune fille qui se retrouve mariée de force à un homme qui vient d'une autre arche. Le monde dans lequel elle vit est divisé en plusieurs arches et chaque arche a des sortes de spécialités. Ils ont tous des pouvoirs différents. Elle est animiste, elle a une relation particulière avec les objets et en l'occurrence, elle peut lire dans le passé d'un objet. Donc à chaque fois qu'une personne a tenu un objet, elle peut savoir ce qu'il s'est passé, ce qu'a ressenti la personne quand la personne a tenu l'objet dans la main. Chaque arche est tenue par des esprits de famille. C'est eux qui sont à l'origine de l'arche et c'est eux qui donnent leur pouvoir. Il y a une dizaine d'arches dans leur monde. Ils visualisent vraiment comme des sortes de bouts de terre qui flottent dans le monde. Chaque arche est très lointaine des autres et pour faire le tour, ils sont obligés de prendre un dirigeable pour aller d'une arche à une autre. Ophélie se voit donc mariée à Thorn, qui est un homme qui vient du pôle, qui est une autre arche, où eux ils ont une relation particulière avec l'esprit. Et on apprend aussi qu'elle a, en plus de son pouvoir d'animiste, elle a comme particularité elle peut voyager à travers différents miroirs et elle passe à travers, d'où le titre La Passe Miroir. On apprend également que le monde est comme ça, mais qu'il s'est passé des choses il y a des années parce que le monde s'est déchiré et depuis, il ne reste plus que ses arches. Et il y a une sorte de relation à un dieu, mais on comprend pas trop. Et on sent aussi que Ophélie a une relation particulière, elle, avec le pouvoir et les esprits de famille, etc. Du fait de traverser des miroirs, un jour elle s'est retrouvée coincée entre 2 miroirs, d'un miroir à un autre, qui sont vraiment comme des failles, pas spatio-temporelles, mais des sortes de portails par lesquels elle traverse pour voyager dans l'espace à travers les miroirs. Elle se retrouve coincée entre 2 miroirs et depuis se retrouve avec un corps dont les repères sont un peu asymétriques. Elle a du mal à contrôler vraiment sa gauche et sa droite. C'est comme si elle avait été désaxée intérieurement. C'est un peu compliqué et du coup voilà. C'est comme ça que commence le premier tome, mais du coup à partir de maintenant, je vous préviens, je vais donc spoiler entièrement tout le bouquin dans la suite de cette vidéo. Premièrement, pourquoi pour moi La Passe Miroir est une des meilleures sagas que j'ai lues, et pourtant j'en ai lu des trucs de young adulte, etc. Quand j'étais plus jeune, je faisais partie de ces ados un peu Tumblr grunge qui ont passé leur adolescence à lire Hunger Games, à lire Harry Potter, à lire Divergente, à lire La 5e vague, etc. Donc des sagas, j'en ai lu. En premier gros point de pourquoi, pour moi, La Passe Miroir est vraiment particulier, c'est que l'univers est hyper riche. Et par rapport à beaucoup de sagas qui ont très bien marché, pour moi, l'univers est très réfléchi. Juste le fait des arches, comment elles ont été créées. Toutes ces arches ont chacune des pouvoirs, toutes les arches ont chacune un fonctionnement différent et une politique, une société qui fonctionne différemment. La façon dont Christelle Dabo a réfléchi les arches est pour moi une pépite. Et en plus de ça, on n'est pas dans une liste d'arches, histoire de nous faire comprendre que vous allez voir, l'univers il est hyper riche. Pas comme quand dans Fantastic Beasts, dans le premier film, on nous a dit ah ouais, vous voulez des créatures, on va vous en donner. Et là t'as un quart d'heure du film qui n'est qu'une liste de nouvelles créatures. J'aime bien aussi le fait qu'à la fin du bouquin, on voit quand même une description, une sorte de carte de toutes les arches, le nom de chaque arche, avec le nom de chaque esprit de famille, avec le pouvoir qu'ils ont. C'est vraiment que ça a été réfléchi, mais pourtant on nous le balance pas comme ça, histoire de vraiment nous faire comprendre que il y a plein d'arches et plein de pouvoirs, et voilà, et on vous jure, notre univers il est riche. Du coup, la façon dont ça a été fait, pour moi, elle a été hyper subtile. Je pense même qu'il y a certaines arches dont on a juste vaguement parlé et dont on ne sait pas plus que ça. Et c'est ça qu'on aime bien dans un univers qui n'est pas le nôtre, c'est de retrouver une organisation qui a été réfléchie de la même façon que Star Wars a une vraie politique. En plus de ça, dans l'univers, il y a un point hyper important pour moi aussi qu'on retrouve pas dans beaucoup de sagas, c'est le fait que dans leur monde, ils parlent avec différents accents, dans presque différentes langues, il y a différentes traditions, avec différentes modes
ils ont un fonctionnement politique hyper différent, des climats différents. Et c'est ça qui a aussi fait que quand on a regardé Game of Thrones, on a aimé l'univers parce que au sud, on se retrouvait avec une mode différente puisqu'il faisait plus chaud qu'au nord, où au nord ils aimaient bien les fourrures. Les femmes ont des coiffures différentes. Physiquement, ils ne se ressemblent pas. Les gens du nord ne ressemblent pas aux gens du sud. On a toute cette culture qui existe dans leur pays, dans leur monde, dans leurs univers. Et c'est ça qu'on aime bien. Quand dans le tome 3, elle se retrouve à Babel et qu'on est dans une sorte, on est presque dans un fonctionnement qui serait limite Grèce antique avec on met le boost sur les connaissances, sur le savoir. Il y a plein de gens qui parlent avec des mots anglais et l'endroit ressemblerait plus à l'Afrique du Nord. Ils ont un fonctionnement politique avec les fils de Pollux, les neveux d'Hélène. Il y a ce fonctionnement avec le luxe. Il y a toute cette hiérarchie dans l'école. Tout le fonctionnement à Babel est vachement différent de ce qu'il y a à Anima. Dans ma tête, c'est tout le temps l'automne là-bas, je sais pas pourquoi. Bref, le pôle Clermont, c'est la royauté. C'est vraiment une aristocratie avec des codes vestimentaires très cour du roi, très noblesse, etc. au XVIIe siècle. Et c'est cette culture qui rend tout l'univers très riche. Et puis vraiment, le rapport à la politique, pour moi, est vraiment hyper important dans La Passe Miroir, enfin, surtout dans les 2 derniers. Quand on voit un peu ce côté quand elle est à l'hôpital et qu'on voit comment ils sont enfermés dans leurs croyances pour respecter ce qu'on leur a demandé de faire, je trouve juste que c'est en termes de politique et de religion, la façon dont c'est abordé est hyper réaliste entre ceux qui sont fidèles et qui ont une loyauté énorme envers le luxe, même comment ils ont un culte de la personnalité pour le luxe. C'est vraiment des personnes qui sont adulées. Et en fait, ça rend la chose hyper forte. On voit ce côté malsain du pouvoir. C'est même pas des présidents, c'est des dieux qui veulent remplacer des dieux. Et même le fait de brûler des livres, de faire des autodafés, etc. par rapport au fait qu'il y a de la connaissance qu'il faut pas avoir. C'est vraiment des thématiques qui renforcent un univers de façon hyper puissante. Et d'ailleurs, c'est en partie pourquoi je trouve que le bouquin, ça a beau être un bouquin jeunesse, moi je le donnerais pas à lire à quelqu'un de 11 ans parce que clairement la fin du bouquin est hyper compliquée. C'est vraiment la religion et la politique, c'est vraiment les 2 points que je trouve très forts dans l'univers et qui renforcent vraiment la richesse du bouquin. Bien évidemment, en second point, pourquoi pour moi c'est une des meilleures sagas qui soit sortie, c'est un des bouquins que j'ai préféré lire de ces dernières années, c'est la trame scénaristique est pour moi excellente. Déjà, il y a tout ce côté où en fait on avance mais on est vraiment aussi largué qu'elle. Alors forcément oui, c'est normal parce que plus le bouquin avance, c'est écrit à la première personne, etc. Normal. En fait on est aussi perdu qu'elle parce qu'en fait tout est tellement confus qu'on est aussi déséquilibré qu'elle. Parce que Ophélie, vu qu'elle est déséquilibrée et qu'elle explique qu'elle n'arrive pas à comprendre sa gauche et sa droite, ça fait juste le fait de fonctionner en tant que tel, genre le fait de se mouvoir est compliqué pour elle. Et nous dans le bouquin, on est vraiment largué et il y a plein de trucs qu'on ne comprend pas. Je trouve que cette confusion qu'on a parce qu'on ne comprend pas ce qui se passait, parce qu'on ne comprend pas tout et qu'au bout d'un moment on abandonne un petit peu finalement d'essayer de comprendre parce qu'il faut bien qu'on avance dans le bouquin, et bah cette confusion elle est aussi forte que Ophélie elle-même, la confusion qu'elle ressent dans sa vie, je trouve. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça plutôt fort. Et c'est quand même un bouquin qui arrive à allier en 4 bouquins plein de scénarios qu'on a l'habitude de voir dans un seul univers. Par exemple, dans le premier, il y a le fait qu'il y ait son ascension sociale puisqu'elle se retrouve à aller parler à l'esprit de famille, elle devient la conteuse de Farbouk. C'est comme quand on lit Au bonheur des dames, et ben on est très contente qu'elle arrive à faire son ascension sociale. Et donc c'est un scénario qu'on trouve souvent, que moi j'aime bien. Après, on a toute la partie enquête où elle doit découvrir ce qui s'est passé pour les disparus. Il y a toutes les parties enquête quand elle est à l'hôpital. On a un truc de presque d'espion, un thriller d'enquête. Ensuite on a tout le côté apprentissage école, donc le moment où elle est à Babel, où elle est là et elle doit passer des tests, des examens. Elle se retrouve bully par les différents... Comme on a bien aimé voir Harry Potter à l'école et faire ses cours et évoluer et chaque année passer ses examens, passer à l'année d'après, etc. On a l'impression de grandir avec un personnage. Différentes personnes, on la voit évoluer à l'académie, comme quand dans Divergente on avait lu... comment elle s'appelle cette conne?
Bref, la meuf de Divergente, on la voit évoluer, on la voit apprendre dans un nouvel environnement, etc. On aime bien ce côté apprentissage. Et après, on a tout le côté, il faut quand même bien sauver le monde, finalement, parce que c'est finalement quand même pas mal. Tout ce côté super-héros où elle doit se battre contre plus ou moins elle-même et en même temps dans son passé et découvrir de nouvelles choses, etc. Il y a ce côté super-héros parce que en plus de ça, elle a des pouvoirs, ils ont tous des pouvoirs. On mélange un drame social, une enquête, un apprentissage à l'école et un côté un peu super-héros. C'est comme si on regardait plusieurs arcs, et pas arches, elle était nulle, cette blague, elle était nulle. Plusieurs arcs d'un animé ou quoi. Et en fait, ça ajoute de la richesse de pouvoir avoir tous ces registres différents. Et pour moi, il y a une vraie force dans le scénario, c'est aussi la fin. La fin, pour moi, elle est très bonne. Et c'est une fin de saga qui, alors, ne satisfait pas tout le monde, mais qui, pour moi, est très bien construit. Et pour moi, ce qui fait la force aussi de l'histoire, c'est les personnages et la fin du bouquin, clairement. Les personnages sont bien écrits. Il n'y a que Thorne en qui elle a entièrement confiance. Sinon, tous les autres, on sent que tous les personnages ont avancé à travers l'histoire. Il y a vraiment un développement dans chacun. Bérénild, par exemple, a vraiment un développement particulier. Farouk, on essaye de le faire évoluer. Et puis, surtout, et la fin. Et la fin est incroyable, je suis désolée. Même si on comprend pas tout, tout est remis en lien avec les 150 dernières pages. Je trouve que la fin est compliquée et la fin est pas forcément attendue. Et je trouve que du coup c'est cool qu'on n'ait pas juste une bataille et qu'on se dise pas juste ah bah elle s'est battue contre Trucmuche. Et puis en troisième gros point, j'aime beaucoup le fait que comme thème, on retrouve vraiment que la connaissance c'est la clé pour survivre dans leur monde. Au moment où ils arrivent sur un arche mineur et qu'en fait les gens ne savent rien faire parce qu'ils n'ont pas le langage. Je trouve que c'est une façon d'aborder la connaissance qui est hyper intelligente. Tout le long du bouquin, ce n'est que des gens qui sont à la recherche. Farouk n'essaye que de retrouver sa mémoire. Ils essayent tous d'arriver à une connaissance ultime, comme le luxe. Pour eux, arriver au niveau de Dieu, c'est achever le maximum de connaissances. Et j'ai trouvé ça hyper bien réussi et j'aime beaucoup cette thématique. C'est un des univers les plus riches et logique que j'ai lu dans les sagas un peu connues que j'ai lues ces dernières années. Je lis plus beaucoup et je lis plus beaucoup de sagas un peu comme ça. Je vous dis, c'est vraiment, ça me rappelle plutôt l'époque où je lisais les Hunger Games, etc. Et en fait, à chaque fois, on a énormément de questions sur leur univers et on n'a pas assez de réponses. En fait, on sait toujours pas ce qu'il y a en dehors de Panem, quoi, finalement, dans Hunger Games, ou ce genre de questionnement qui me taraude encore. Et même si on en a vu un tout petit bout de ce qu'il y a à l'extérieur dans le préquel, là je sais pas le nom en français finalement du préquel de Hunger Games. Donc bref, je parle trop. Pour moi, ce qui fait que c'est une saga qui est vraiment très bonne. Il y a déjà l'univers qui est hyper riche et qui est très bien construit. Il y a le scénario qui pour moi est un mélange, comme je vous ai dit, de drame social et puis d'enquête et puis d'apprentissage, etc. Pour moi le scénario est très bon, l'histoire est très bien écrite et puis vraiment j'adore cette thématique de la connaissance comme clé dans la vie quoi. Je sais que on est beaucoup à attendre de savoir si un jour il y aura une adaptation. Il semble que Christelle Dabo a dit qu'elle ne veut pas le faire en film, mais que peut-être en film d'animation ça lui plairait de faire ça. Donc je sais pas si ça arrivera un jour. Je sais que du coup oui, la fin a été très critiquée, que le bouquin a été très critiqué, en tout cas le dernier, que moi je trouve est excellent, que cette fin est ouverte et que les gens n'aiment pas la fin, n'aiment pas les fins ouvertes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé, parce que moi vraiment, je pense que vous avez compris, mais j'ai adoré le bouquin. Voilà, c'était une vidéo un peu très sérieuse. Je vais devenir booktubeuse, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à laisser un commentaire ou à t'abonner, ça me fait toujours plaisir. Et puis voilà. Enfin bref, voilà. Et puis voilà. À la prochaine. Bisous.